Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Il est l'heure pour nous de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Magloire Télévision. Ce journal s'ouvre par ce point qui sont à la une de l'actualité. À la une de cette édition de journal, mesdames et messieurs, la chef du gouvernement de la RDC a eu un échange à Kinshasa avec la Commission nationale du recensement pour faire un état des lieux sur l'avancement des travaux généraux de la population et de l'habitat, une opération attendue depuis plus de 50 ans. Et puis, comme prévu chaque vendredi, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a présidé le Conseil des ministres dans lequel il a instruit aux ministres de l'Intérieur et Sécurité et les services de renseignement à renforcer la surveillance pour neutraliser toute ingérence dans les institutions provinciales. Et vous suivrez également dans ce journal Alain Akadia, représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population en RDC, a échangé le vendredi 14 novembre 2025 avec le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Kabouamba Michel, un moment opportun pour lui de présenter ses civilités au président de cet organe délibérant. Enfin, le ministre provincial des Sports ad intérim, Bobo Maloulou Kalungwe, a échangé avec la Ligue de loisirs du Congo pour la clôture du tournoi de loisirs organisé par cette dernière sous le patronat du gouverneur ad intérim Martin Kazembe Choula. Et ça sera tout pour les titres, mesdames et messieurs. Le développement de tout ceci, c'est maintenant et ici. Messieurs et dames, encore fois de plus, bienvenue. Ouvrons ce journal par cette actualité. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu le 13 novembre 2025 à Kinshasa la Commission nationale du recensement pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux généraux de la population et de l'habitat. Une opération attendue depuis belle lurette. Suivez ces reportages pour en savoir davantage. Le recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo s'accélère. Après l'évaluation réussie de la phase pilote de la cartographie, le gouvernement se prépare à déployer l'opération sur toute l'étendue du pays. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé ce jeudi la réunion de la Commission nationale du recensement. Les ministres clés ainsi que les responsables de l'Institut national des statistiques et du Bureau central du recensement y ont validé les résultats du test réalisé entre avril et mai. Aujourd'hui, nous avons aussi évalué les coûts que nous allons encore engager d'ici fin de l'année pour nous préparer sur le plan budgétaire à assumer cette année et de prévoir l'année prochaine parce que l'argent disponible, comme vous le savez, aujourd'hui, nous n'avons pas encore le 100%, mais nous voulons, avec la détermination du gouvernement, mettre déjà en avant ce qui est disponible aujourd'hui et prévoir d'ici juin de l'année prochaine les activités que nous allons pouvoir réaliser, ce qui nous permet aussi d'embarquer avec nous les partenaires. Nous, en tant que pays, bien sûr, vous le savez, c'est une impatience que nous avons de pouvoir réaliser ce recensement finalement. La cartographie pilote est totalement achevée. Elle a permis de découper les zones de dénombrement et de préparer la phase suivante, l'extension nationale de la cartographie, étape indispensable avant les dénombrements proprement dites.
Sur le plan financier, le gouvernement a réajusté le coût global de l'opération. Près de 30 millions de dollars restent à mobiliser d'ici l'année prochaine, mais les premiers financements sont déjà engagés avec l'appui attendu des partenaires comme l'UNFPA. Ce recensement sera numérique, une première depuis celui de 1984. Pour rappel, la cartographie pilote a été lancée à Kasavubu, puis étendue à Bulungu et Chikapa. La chef du gouvernement rappelle que des données fiables et actualisées sont essentielles pour la planification du développement national. Le vendredi 14 novembre 2025, lors du Conseil des ministres qui était présidé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il a instruit au ministre de l'Intérieur et Sécurité ainsi que le service de renseignement de renforcer la surveillance pour neutraliser toute ingérence dans les institutions provinciales. Suivez Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement de la RDC, dans cet extrait choisi pour vous par Grégoire Kazuba. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la persistance de la déstabilisation des institutions provinciales. Le président de la République a exprimé avec la plus grande fermeté sa profonde préoccupation face à la recrudescence d'actes de déstabilisation observés au sein de plusieurs institutions provinciales de notre pays. Ces tensions, matérialisées par des motions souvent intempestives et infondées contre le gouvernement ou les assemblées provinciales, compromettent gravement la stabilité de nos entités territoriales. Au cours de sa communication à la 44e réunion du Conseil des ministres, le président de la République avait appelé à l'adoption de mesures concrètes pour contenir ces crises récurrentes. Il a salué à cet égard les efforts du gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dont l'action a notamment permis la signature d'un acte d'engagement par les présidents des assemblées provinciales, les membres de leurs bureaux respectifs ainsi que les gouverneurs de province instituant un moratoire sur les motions de défiance visant les exécutifs provinciaux. Cependant, malgré ces avancées, la situation continue de se détériorer dans plusieurs provinces. Cette dérive est inacceptable car elle sape le fonctionnement régulier de l'État et menace les aspirations légitimes de nos populations à la paix et au développement. Le président de la République a affirmé avec gravité que cela doit cesser immédiatement. La République ne peut tolérer que des ambitions personnelles ou des calculs politiciens prennent en otage la gouvernance provinciale et au-delà le pays. Les institutions provinciales ne doivent plus être instrumentalisées comme espace de marchandage ou de pression entre acteurs politiques. En conséquence, il a chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, ainsi que les services d'intelligence habiletés de renforcer les mécanismes de suivi, d'alerte et de prévention afin de détecter et de neutraliser toute tentative d'ingérence ou de manipulation, et ceci sans museler tout droit ou expression démocratique. Ce journal se poursuit. Mesdames et messieurs, les ministres du plan Guilain Nyembo a présidé une réunion technique aux côtés des ministres des Finances Doudou Fouamba, une réunion consacrée à l'accélération du programme de développement local de 145 territoires autour des deux ministres, les responsables des trois agences d'exécution, les comités techniques des suivis ont participé à la dite réunion. Reportage. C'est une réunion stratégique de haut niveau qui s'est tenue jeudi 13 novembre 2025 à Kinshasa. Le ministre d'État en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo, et son collègue des finances, Doudou Fouambali Koundeli Botaï, ont réuni toutes les parties prenantes autour du programme de développement local de 145 territoires, fer de lance du redressement territorial initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autour de la table, agences d'exécution, comités techniques et partenaires au développement, tous mobilisés pour faire le point
sur l'avancement des chantiers, lever les obstacles à la relance du volet 1 et préparer le lancement du volet 2 axé sur les routes des dessertes agricoles. Les représentants résidents du PNUD en RDC, Damien Mama, a salué un cadre de travail constructif. La réunion a permis de regarder les progrès qui ont été réalisés, notamment dans l'évolution des infrastructures, les écoles, les centres de santé, les bâtiments administratifs, de se projeter sur comment accélérer les travaux afin de livrer les infrastructures aux communautés, lancer aussi les autres composantes du programme, renforcer le suivi collectif de ce programme en impliquant à la fois les structures de l'État à tous les niveaux, mais aussi les élus locaux, les élus nationaux, les élus provinciaux. L'heure est désormais à l'inclusion, c'est-à-dire associer les élus nationaux et locaux afin de garantir la transparence, renforcer la redevabilité et faire du PDL 145 territoires une réussite partagée dans chaque territoire de la RDC. Et dans la province du Haut-Katanga, 2 mois après sa prise des fonctions, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population en RDC, Alain Akapadji, a été reçu le vendredi 14 novembre 2025 par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kawemwamba, une occasion qui lui a permis de lui présenter les civilités. Suivez-les dans ces propos recueillis pour vous par Esther Mbouyi et Alain-François Tshisoka. Je viens de prendre service ici en République démocratique du Congo il y a exactement 2 mois. Donc il était normal que j'organise des visites aux autorités provinciales après les autorités nationales. C'est comme ça que son Excellence, le président de l'Assemblée provinciale, a fait l'honneur de me recevoir juste pour le remercier, le féliciter et féliciter vraiment tout le pays pour les efforts et les avancées que le pays continue toujours de faire par rapport à la conférence internationale sur la population et le développement. Donc il y a un certain nombre de mesures qui sont prises ici par la RDC par rapport à la gratuité des soins maternels, par rapport à la lutte contre les violences basées sur le genre. Et donc j'étais venu adresser d'abord les remerciements de mon institution à son Excellence. Et c'est l'occasion également pour attirer l'attention du président de l'Assemblée sur la nécessité de continuer à mobiliser les députés provinciaux sur la sensibilisation, sur la lutte contre les décès maternels, et sur la planification familiale et sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Le message a été accueilli très favorablement par le président qui a également partagé avec nous les efforts qui sont en train d'être faits ici au niveau de la province, surtout en matière de la gratuité de l'éducation. Et nous avons eu à dégager ensemble un certain nombre de perspectives pour continuer les échanges avec les députés provinciaux pour continuer à améliorer la situation des femmes, des filles et des jeunes au niveau de la province. Et la plénière du 14 novembre 2025, présidée par l'honorable Kawemwamba Michel, s'est concentrée sur les conflits opposant le vendeur de frétins à la bourgmestre adjointe de la commune de la Kenya. Entre fermeture des dépôts et arrestations contestées, les élus ont auditionné les différentes parties et annoncé une séance de travail lundi prochain. Esther Mbouyi et Alain-François Tshisoka nous font le point. Honorables députés et chers collègues, la séance est ouverte.
La plénière de ce vendredi 14 novembre 2025, présidée par l'honorable Kaboumamba Michel, s'est penchée autour de la question d'actualité sous les tensions observées depuis un temps au marché communément appelé Ndakala, opposant les vendeurs des frétins à la bourgmestre adjointe, un conflit ayant entraîné la fermeture de plusieurs dépôts ainsi que des arrestations jugées arbitraires. À ces sujets, après échange avec les vendeurs venus en début de la journée, le président a donné la parole à l'honorable Benatar Mathilda, président de la commission emploi et prévoyance sociale et auteur de la motion introduite lors de la précédente plénière. Celle-ci a rappelé avoir dirigé une séance de travail portant sur cette situation. La parole a ensuite été accordée au président du conseil municipal de la commune Kenya afin de livrer sa version des faits avant que la bourgmestre adjointe ne s'exprime à son tour en fournissant les éléments justificatifs de son action qui a soulevé un débat houleux. En réaction, l'honorable Kaboumamba Michel a instruit à la bourgmestre adjointe de déceler les dépôts et de libérer ceux qui ont été arrêtés en entendant la décision finale qui sortira de la séance de travail prévue pour le lundi prochain entre parties prenantes. Réunion, voilà consultation, voilà plénière et tout, mais en thérapie directe entre les conseillers communaux et bourgmestre titulaire, na bourgmestre na délégation à Bamba de députés. Il est constitué et puis aussi avec une grande délégation aussi à Balé de Wanouisha, Balé Batenancière, Yamadeko, Batakom Iléré. Kiapiri, pour alléger la tâche, parce que Ababote au capable de besoin à courir, de besoin à manquage avant de trouver une décision finale. Avant de voter par l'ouvrir pour fonder ma dépouille. Deux rapports des vacances ont été lus au cours de la dite plénière par l'honorable vice-présidente Komba Makaliliane et l'honorable Tchanda Mwenge Jean-Paul. Rapport adopté sans amendement, signalant que deux motions d'information ont été enregistrées. Celle de l'honorable Micheline Fatouma relative à la prolifération de carcasses des véhicules abandonnés sur les artères de la commune Kenya. L'honorable Kiler Moubambe a quant à lui, au nom de la commission droits de l'homme, a attiré l'attention de la plénière sur le meurtre d'une jeune fille de 23 ans au nom de Kessia et Popo qui s'est rendue à une boutique pour acheter du sucre après son jeûne de 3 jours tué en pleine journée par un militaire du nom de Mwamba Kabongo qui l'aurait confondu à sa femme. Direction au gouvernement provincial du Haut-Katanga où en prévision de la clôture du tournoi de loisirs organisé par la Ligue de loisirs du Congo sous les patronages du gouverneur ad intérim Martin Kazembe Choula, la délégation de cette entité sportive a été reçue à l'audience par le ministre provincial des sports ad intérim Bobo Maloulou Kalungwe pour étudier les contours de cette finale. De précision, c'est dans ce reportage. C'est en prévision de la finale du championnat provincial de football club loisirs du Haut-Katanga, organisée sous le patronage du chef de l'exécutif provincial Martin Kazembe Choula, que la délégation de la Ligue de loisirs du Congo, conduite par son président Riki Kaembe, a été reçue par le ministre provincial des sports intérimaire Bobo Maloulou Kalungwe. Débuté depuis le 23 août dernier, c'est donc ce samedi 15 novembre 2025 que se jouera la finale de ce championnat d'unité et de la paix au stade Kibasa Maliba de la Kenya. La finale est patronnée par le gouverneur des provinces, son Excellence Martin Kazembe Choula. Et demain, nous allons clôturer la finale et tout va se passer au stade Kibasa Maliba de la Kenya. On est venu aujourd'hui pour présenter au ministre les deux équipes qui vont jouer entre la ligne maritime congolaise LMC et ainsi que la direction provinciale de péage qui vont jouer demain au stade Kibasa Maliba de la Kenya. Et le championnat national va se jouer ici dans la province du Haut-Katanga qui va réunir 6 provinces, dont Kinshasa, Kasai central, Tanganyika, Congo central, Kalemi et Lualaba. Ils vont venir ici au mois de février pour jouer la Super Coupe ici dans la province du Haut-Katanga. Pour la Ligue de football club de loisirs, l'occasion a été de présenter le trophée de cette affiche finale au ministre provincial des sports ad intérim, Bobo Maloulou Kalungwe.
L'affiche finale de ce championnat mettra aux prises ce samedi à 10h au stade de la Kenya la ligne maritime congolaise à la direction provinciale de péage. L'FC Saint-Éloi Lupopo a été tenu en échec par l'équipe de Sanga Balende au stade Kibasa Maliba. Les formations se sont séparées par la note de 1 but partout le vendredi 14 novembre 2025 pour le compte de la poursuite normale de la Linafoot. Bovin Kazadi signe ses commentaires. Un complexe au stade Kibasa Maliba de la commune Kenya. La formation des Sa Majesté Sanga Balende a réussi à tenir un échec l'équipe de FC Saint-Éloi Lupopo. Les deux équipes se sont quittées par la note de 1 but partout, malgré un bon début de Chemino constaté à travers une forte pression, accompagnée de plusieurs ratés. Mais l'équipe d'Outre-Tinel a fini par récompenser ses fanatiques présents au stade avec ce but qui s'invite via cette combinaison au milieu de terrain, qui a vu Wanet Kachala conclure cette belle phase à la 12e minute. Et les ballons récupérés par Molu Hakime. Allez en profondeur pour Kachala Wane. Wane dans la réparation. Il ouvre le score. Lupopo ne s'est pas limité à cette étape. Le jaune et blé ont multiplié des efforts pour ajouter la mise, mais malheureusement trahi par ses irréalismes. Le score est resté inchangé jusqu'à la pause. Au retour de la deuxième partie, Lupopo s'adjuge dans les camps de son adversaire, mais sans trouver une solution. L'un des aspects qui a donné confiance au sein et hors d'Mbujimai de s'organiser pour faire paniquer le poulain de Gibukasa. Une fois tenté, le but de l'égalisation s'invite par l'entremise de Mutombo Manda, profitant d'une bonne passe à Redsol venant de la gauche. Mettre la pression dans le camp de Cheminot avec ses Indé, avec quelques... Ah, c'est Balende! L'égalisation de Balende! Une réalisation qui a permis aux anges du Kasaï de respirer jusqu'au coup des sifflets final, malgré les grimaces de Lupopo avant la fin du match. Un but partout et le score qui a séparé les deux protagonistes sur la pelouse du stade Kibasa Maliba de la commune Kenya. Et la main séduite, Ange de Mbujimai et Cheminot d'Outre-Tinel le choix se séparent dos à dos. Un pour l'équipe des Sanga Balende, également pour l'équipe du Football Club Saint-Éloi Lupopo. On va parler des informations en dehors de nos frontières derrière cette transition. L'actualité en dehors de nos frontières nationales reste dominée par le Brésil, où une centaine de manifestants autochtones issus principalement des communautés Munduruku ont organisé vendredi 14 novembre 2025 une manifestation pacifique devant les sites de la COP 30 en lisière de l'Amazonie brésilienne. Suivez d'autres titres d'actualité en international, dont ces condensés de Grégoire Kazuba. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle synthèse d'actualité en international. Au Soudan, depuis plusieurs semaines, la ville d'El Fasher, capitale du Darfour au Soudan, est tombée sous le contrôle des forces de soutien rapide. Cette prise de pouvoir a déclenché un exode massif, obligeant des dizaines de milliers de civils à fuir les violences et les exactions, tandis que l'ONU tire la sonnette d'alarme sur une crise humanitaire dramatique. Depuis la conquête de la ville par les forces de soutien rapide, les habitants d'El Fasher vivent dans la peur et l'insécurité. L'Organisation internationale pour les migrations estime que près de 1000 personnes ont été contraintes de se réfugier dans des camps autour de villes voisines d'Al-Daba et de Tawila, situées à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest. Fateya Mohamed Hussein, une femme déplacée, témoigne qu'il n'y avait plus de base. Ces résidus ici du
pressage d'huile de coque d'arachide, un petit morceau valait 150 livres. Il n'y en avait plus sur le marché. L'eau venait à manquer. Nous avions soif et les puits étaient fermés. Dieu seul sait combien il était difficile de subsister. Une tragédie succédait à une autre et nous avons fini par nous résoudre à fuir El Fasher. Les témoignages recueillis décrivent une situation de violence systématique avec des pillages, humiliations et exécutions sommaires. Au Brésil, une centaine de manifestants autochtones issus principalement des communautés Munduruku de l'état du Pará ont organisé vendredi matin une manifestation pacifique devant le site de COP30 en lisière de l'Amazonie brésilienne. Durant 90 minutes, ils ont bloqué l'entrée principale de la conférence, exigeant d'être écoutés et reconnus dans les discussions climatiques. Je pense à être trop expérimenté. Voilà des jours que nous répétons inlassablement la même chose. Nous voulons être entendus. Nous souhaitons également prendre part à la table des négociations car nous devons savoir ce que personne, ces dirigeants, ces entreprises, ces États vont faire de nous, a déclaré Alessandra Korapa, femme autochtone Manduruku. Elle a dénoncé le décret 12075 signé par le président Lula qu'elle considère comme une atteinte aux rivières et aux territoires autochtones. Et enfin, au Ghana, 19 ressortissants ouest-africains récemment expulsés par les États-Unis vers le Ghana ont été déplacés dans un lieu inconnu, a déclaré Anna Dion Lanière, avocate représentant l'un des migrants. Le groupe était arrivé dans la capitale ghanéenne le 5 novembre et avait été hébergé dans un hôtel, protégé de toute expulsion vers 6 pays d'origine en raison du risque de torture, de persécution ou de traitements inhumains. Nous ignorons le lieu où se trouvent ces personnes, a précisé Madame Dion Lanière, soulignant que ni elle ni les familles des migrants n'avaient pu établir des contacts avec eux. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette synthèse d'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi. Voilà ce qui met fin à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez en compagnie du programme de ma gloire. Portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par la Fondation Baba Zivé.